avec un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Bonjour à tous, nous recevons Fabrice Magnier ce soir pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport sur Logos FM. Fabrice Magnier qui est le maire de la commune d'Enza, à côté de Rion pour ceux qui ne connaissent pas, mais ils sont très peu en fait. Il est aussi vice-président du territoire Rion-Limagne-Volcan en charge des sports, donc ça tombe bien, et conseiller départemental. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. C'est super d'être là en tout cas, je vous remercie beaucoup. On a une nouvelle chroniqueuse ce soir. En la personne de Jenny. Salut Jenny. Salut Fabrice, ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Et puis bien évidemment Antoine Lafont, qui est toujours fidèle au poste. C'est pas le cas de tout le monde. Salut Fabrice, salut à tous. Un petit coucou à Maxime Secado, notre chroniqueur habituel, qui est à Paris. Donc voilà, il a dû voir que son président préféré, Pablo Longoria, avait pété les plombs, mais ça on en parlera tout à l'heure. Donc Fabrice Magnier est notre invité ce soir, parce que le 14 juillet, le départ de la 10e étape part de la commune d'Enza. J'ai marqué un petit temps parce que je trouve ça extraordinaire. Ouais. Racontez-nous, Fabrice. Oui, c'est extraordinaire. Ça fait quelques mois qu'on est au courant, mais on a encore, je le dis souvent, mais il y a encore quelques poils qui s'hérissent quand je parle de cette journée-là qui va être un bel événement pour le département et puis la Comcom et puis surtout pour Enza où on est le centre de la France. On est Clermont-Ferrand et à côté d'Enza. Pour cette journée-là, c'est fantastique. Ouais. Et le 14 juillet en plus. Oui, qui est déjà une belle fête nationale, compris dans les petites communes comme nous, où on va l'amplifier bien sûr de façon importante. J'imagine la logistique, Fabrice, ça doit pas être évident parce que combien d'habitants à Enza ? Alors Enza, on est 2720 habitants. Le staff du Tour de France, c'est 3000, donc c'est-à-dire que quand ils vont débarquer le matin, ils vont doubler la population d'Enza. C'est énorme ça. Et on nous annonce entre 15 et 20 000 personnes pour un départ le 14 juillet. Et tout le monde va tenir à Enza, là ? Comment vous organisez ? On est une terre d'accueil. Ouais, ça c'est bien. Non mais c'est vrai en plus, moi j'ai habité Enza, donc ça, je peux confirmer. Non, c'est un bel événement. Après le Tour de France, c'est vrai que c'est un grand merci déjà au département et à la Comcom qui permet d'avoir un départ à Enza, parce que c'est vrai que si les collectivités importantes n'aidaient pas les petites communes, on n'aurait jamais de départ dans les petites communes, et c'est ce que veut Christian Prudhomme du Tour de France, où les petites communes soient mises en avant sur les départs comme là, et en plus nous on est tombé sur le 14 juillet, où le 14 juillet est en principe la plus belle étape du Tour de France. Donc qui n'a pas vu une étape du Tour de France le 14 juillet ? Personne. Et puis Laurent Jalabert a été célèbre parce qu'il a gagné un 14 juillet à Mende en Lozère. Ça ne s'oublie pas. Antoine ? Déjà félicitations pour cette étape. Merci. Et je voulais savoir comment ça se passe. C'est vous qui avez pris contact avec ASO ou comment ? Enfin voilà. Non, ASO, le Tour de France apprécie bien le Puy-de-Dôme. De façon générale, on a fait l'étape du Puy-de-Dôme il y a 2 ans maintenant, 3 ans. 2 ans. Donc ils ont pris l'habitude de venir, ils voulaient arriver dans le Sancy, donc au Mont d'Or, ils cherchaient un point de départ à un certain nombre de kilomètres et de temps, et donc on a bataillé. Il y a eu des échanges et c'est venu sur Enza avec grande satisfaction. Jenny ? Félicitations déjà. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous attendiez ce moment pour Enza ? Je ne l'ai jamais prévu. Ouais, honnêtement, je ne pensais pas que Enza pouvait être un jour départ Tour de France, parce que de par sa taille, voilà, même dans les plus beaux rêves, je ne pensais pas qu'un jour le Tour de France pouvait partir d'Enza. Ok, comment il est Christian Prudhomme ? Il est sympa, il est hautain, il est comme nous. Ouais. C'est un bon vivant. Ouais. Il aime bien le sport. Enfin, quand on l'écoute parler sur le cyclisme, c'est une vraie encyclopédie. Il aime les territoires, il aime les bons moments, donc il aime. C'est quelqu'un qui est formidable pour moi. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois parce qu'on a quand même eu le départ du Tour de France à Châtellerault en 2021. 2020. 20. Oui. Ouais. On a fait les Paris-Nice sur Rion, donc la maison ASO, on la connaît bien, avec Christian Prudhomme, donc c'est quelqu'un. En plus, il est du Cantal, il apprécie bien le Puy-de-Dôme, donc du coup, c'est quelqu'un qui est très bien. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec... les spécialistes disent que c'est la plus grande course du monde, le Tour de France. Tous les trois, vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui. C'est même la plus grosse compétition au monde de tous sports confondus, parce que c'est la seule qui est mondiale, une fois par an, gratuit, accessible par tout le monde. Donc le rugby ou le foot, c'est tous les 4 ans. C'est la vitrine du vélo, ça c'est sûr. Et tout le monde parle du Tour de France. Tout le monde connaît le Tour de France, même les cyclistes eux-mêmes peuvent le dire. Hein. Leur rêve c'est de gagner, ça leur amène aussi un ticket de visite à côté, quoi. Et généralement, quand on rencontre des gens, la première chose qu'on leur demande, c'est est-ce qu'ils ont fait le Tour. Quel est le dernier Français qui a gagné le Tour de France ? Bernard Hinault en 85. Bravo Antoine, je sais que c'est ta spécialité. Mais dans mon cœur, Thibaut Pinot, 2019.
Non, mais Thibaut Pinot, ça n'a rien à voir avec Bernard Hinault. Non, c'est pas la même classe, mais bon, c'était le coureur du peuple et il nous a quand même fait vibrer. Ouais, Bon. il avait une cuisse un peu qui... Non? Je préfère pas parler de ce moment, je t'assure que c'est encore douloureux. Je te taquine. Pour moi. Donc Enza va être au centre du monde donc le 14 juillet. Fabrice, est-ce que vous espérez peut-être, et ce serait logique, avoir des retombées, je sais pas moi, touristiques par la suite, parce qu'Enza va être connu quand même? Ouais, Enza, mais je le dis souvent, c'est pas que Enza, c'est aussi toute la Comcom et puis surtout le département du Puy-de-Dôme où les retombées vont être énormes. Hein. On annonce 15-20 000 personnes qui vont venir. Dans l'année qui suit, les gens vont revenir voir Enza, le territoire, Orion, le département, la chaîne des Puys, le Mont d'Or. Donc ça va ramener une activité économique incontestable tout au long au moins une année, voire plus. Ouais, c'est hyper positif, hein. Jenny? Est-ce que tu as quelque chose à dire ou pas? C'est pas grave, si t'as rien à dire, c'est pas grave. Hein. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc le Tour de France a démarré en quelle année, Antoine? En 1903, je crois, non? Oui, Maurice Guérin qui gagne. Ouais. Cette info vaut pas grand-chose, mais bon. Bah, c'est énorme, hein. Maurice Guérin qui gagne le Tour de France de 1903. Il gagnera pas cette année. Bon, ok, en tout cas, c'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit un Français qui gagne le Tour. Et Antoine, est-ce que tu penses que... Est-ce que c'est possible qu'un Français gagne le Tour là, cette année? Alors avec Pogacar, Vingegaard et compagnie, ça va être compliqué. Hein. Honnêtement, cette année, ça me paraît impossible. Comme tu as dit, il y a Pogacar qui survole le cyclisme depuis maintenant 2-3 ans. Vingegaard, Primož Roglič, d'autres coureurs comme ça qui sont vraiment un ton au-dessus. Après, on a des jeunes pépites qui arrivent, comme Paul Sexas, qui a 18 ans, mais je pense qu'ils sont encore trop jeunes, trop tendres. Je pense qu'on pourra faire des coups sur quelques étapes, un peu à la Thomas Voeckler à l'époque. Mais Ouais. pour le classement général, ça va être très très compliqué. Je pense que le podium est déjà, hormis cataclysme, est déjà scellé. Attention, dans le sport, des fois, il y a des cataclysmes. Hein. Ouais, mais hormis, je pense, des faits de course comme des chutes ou autres, je vois pas ce qui pourrait éliminer Pogacar, Vingegaard ou Remco Evenepoel du maillot jaune. Ouais. Fabrice, vous aimeriez que ce soit un Français qui gagne cette étape du 14 juillet? C'est vrai que je rejoins, voir un Français gagner le Tour de France, ça sera quand même compliqué cette année, mais si on pouvait au moins un Français qui gagne l'étape du 14 juillet, ce serait quand même, par un symbole très sympa. Quoi. Ouais, la Marseillaise retentirait encore plus fortement. Je fais le tour des Champs-Élysées en slip si on gagne. Ah, donc c'est noté. Un Français gagne aussi. Non, c'est une gagne le Tour de France. Non, l'étape du 14 juillet, oui, c'est possible. Je pense qu'on a des coureurs capables de prendre une échappée matinale et sur des étapes comme ça, c'est propice. Mais je vais revenir si l'équipe de Pogacar ou autre met le verrou derrière, ça va, comme d'habitude. Ouais, après, c'est vrai que c'est... L'étape l'année dernière du Puy-Marie, qui était passée aussi dans le Puy-de-Dôme, quand ils avaient mis le rouleau compresseur derrière, ça n'avait laissé aucune chance à personne. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait quand même un peu de concurrence, quoi, parce que si chaque année c'est Pogacar, Vingegaard, Pogacar, j'ai peur que ça fasse comme la Formule 1 à une époque où il y avait Schumacher ou Hamilton qui écrasaient tout, quoi. Non, puis même si le problème c'est que c'est toujours le même qui gagne, mais sans suspense, quoi. Et ça, je sais que ça blase un peu les gens, et puis il y a toujours ces doutes de dopage tout le temps. Mais ça, je pense que c'est pas forcément propre à Pogacar, c'est propre aussi au monde du vélo. Ouais. Vous êtes beaucoup sollicité, Fabrice, là, par les télévisions. Bon, bah là, sur Logos FM, mais Logos FM, c'est la meilleure radio en Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça, c'est normal. Mais vous êtes beaucoup sollicité par les médias, par la presse écrite? La presse, pas trop encore. Ça l'a été au moment de l'annonce, mais là, c'est un peu calmé. Je pense que ça va s'intensifier avec le départ le 14 juillet. Mais on a beaucoup de contacts de tout ce qui peut graviter autour d'une étape du Tour de France, hein, sur l'animation, les équipements, tout ça. Oui. Le cahier des charges doit être énorme, même au niveau de la communication. Hein. Oui. On est très réglementé. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus avec toute la charte graphique du Tour de France. Donc il faut des efforts. Oui. Il faut, ouais. Et je vous ai vu sur une photo avec un maillot jaune. Ça, c'était bien. Ouais. Bonne communication, ça. C'était le Tour de France, quand on a eu l'annonce, où on a fait 100% Puy-de-Dôme au département, on avait tous un maillot jaune du Tour de France qui avait été fait exprès pour cette journée-là. Ça, c'est top. Jenny? Est-ce que les préparatifs sont déjà en cours ou c'est un peu trop tôt pour commencer? Alors, les préparatifs sont tous calés, parce que ASO, c'est une grosse machine où c'est tout réglementé. Donc depuis le 15 décembre, grosso modo, on sait tout ce qu'on a à faire sur la commune, partie technique. Okay. Donc ça, c'est calé, il n'y a plus qu'à mettre en place. Le gros sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on cherche à animer le Tour de France, enfin l'étape du Tour de France, parce qu'à 13h05, le départ étant passé, il faut qu'on essaye d'animer l'après-midi. Donc on va retransmettre l'étape via un écran, et puis on va finir par un concert animé par des repas, tout ça. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on est en train d'organiser, qui n'est pas complètement calé.
parce que c'est le 14 juillet aussi, donc il y a beaucoup de manifestations. Ah oui, et puis je sais qu'on en avait parlé tous les deux, et donc il y a aussi, il faut poser des barrières là, et à partir de 6h du matin, non, c'est ça? Non, 19h. Ah bon, 19h la veille? Ouais. Non, on a 4 km de barrières à poser, oui, avec le monde associatif, les élus, on fera ça le dimanche soir pour se préparer pour le lendemain. Et il n'y a pas de problème, là, il y aura des mains qui vont... Ouais. Non, je suis confiant. Je peux venir, moi, si vous voulez, ça serait avec grand plaisir. J'ai retenu. Ok. Moi aussi. Donc vous avez déjà 4 mains de plus. Ouais. Fabrice Magnier est champion du Puy-de-Dôme par équipe de tennis en plus de 45 ans. Bravo Fabrice. Ça en jette moins que le 14 juillet, le Tour de France quand même. Mais... Presque autant. Ouais, presque autant, ouais. Bon, ce titre alors, c'est sympa quand même d'être... Oui, c'est pas... Oui, c'est toujours bien. Mais ça joue bien quand même, parce que moi j'ai quelques amis du côté de Saint-Éloi-les-Mines, ils ont une très très belle équipe de tennis, et vous avez battu Saint-Éloi-les-Mines. Ouais. Ah oui, on a battu un paquet pour être champion du Puy-de-Dôme. Donc on a... Non, c'est bien, on est une bande de copains depuis des années où on joue ensemble, et on prend du plaisir à jouer le dimanche ensemble en équipe, donc c'est bien. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut à ce niveau-là, c'est prendre du plaisir. Mais bon, la victoire, c'est bien aussi, hein, voilà. Et puis un titre en plus, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Antoine, donc la semaine dernière, tu as poussé un petit coup de gueule sur Yannick Sinner. Ça t'a pas trop plu ce qui s'est passé avec Lama. Vas-y, je te laisse la main, t'as 1 ou 2 minutes, tranquille. Non, c'était plus, même pas par rapport à Sinner, plus à Lama justement. Parce que bon, déjà je trouve que le délai entre l'échantillon positif et leur verdict était très long. Donc c'est limite quand même. Et ensuite, il lui laisse choisir ses mois de suspension. Enfin, c'est inacceptable. L'image que ça donne déjà au tennis, et puis même ça laisse la porte ouverte à tout le monde, quoi. Il se passe quoi ensuite? Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'après le dopage, alors bon, on a parlé du Tour de France, donc malheureusement le cyclisme a été marqué par le dopage, mais il n'y a pas que le cyclisme. Mais c'est vrai que dans le tennis, moi je me souviens de cette affaire avec Madame Bachelot, qui avait accusé Rafael Nadal de dopage. Je ne sais pas comment ça s'est fini en fait, j'en ai plus le souvenir, mais Rafael Nadal avait déposé plainte. Bon, après voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de suspicions. Il y a aussi, je sais plus comment elle s'appelle, qui était numéro 1 mondial, la roumaine. C'est pas Simona Alep, non? Simona Alep, merci, ouais, j'avais perdu son nom. Donc voilà, après, il faudrait pas que le dopage arrive dans le tennis. Fabrice, vous en pensez quoi, ça Je ne suis pas dopé, mais... Ouais. Non, mais malheureusement, tout le sport est touché plus ou moins directement par le dopage aujourd'hui. Ce qui est quand même dommage aujourd'hui, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est l'image. Quand on ne fait pas respecter les règles, si quelqu'un est contrôlé, il faut que les règles soient appliquées et c'est immédiat. On ne laisse pas le joueur décider de son arrêt, de sa suspension. Ouais. Il y a un code. Aujourd'hui, on est suspendu 6 mois, 1 an, c'est l'arrêt. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Enfin, on le fait bien tous les jours, nous. Ouais, non, mais c'est sûr. On respecte bien le code de la route et des fois, on a envie de faire autrement, mais on le respecte. Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Après, il y a quand même une suspicion sur son titre en Australie parce que. Voilà, on ne sait pas. Moi, ça me gêne un peu ça, parce qu'on sait qu'il est dopé, il est plus ou moins non, on nous a pas expliqué... sur le fil du rasoir, comme on dit. Oui, vas-y. Et on nous a pas expliqué clairement ce qu'il a pris, quoi. Moi, honnêtement, j'ai beau lire les articles, je comprends toujours pas. Donc, il va être requalifié pour Roland Garros, là, je pense. Mais en fait, il a choisi sa. Bon, il est pas. Je pense qu'il est intelligent, le garçon. Hein. Il a choisi sa période de suspension entre les deux titres, enfin les 2 tournois du Grand Chelem. Et en plus, je crois que c'est une période où il remet aucun titre ATP en jeu. Donc en fait, il sera encore numéro 1 mondial, donc ça change vraiment rien pour lui. Ouais, donc c'est une petite suspension qu'il a, quoi. C'est un cadeau, par exemple. En gros, pour donner une image, c'est comme si un footballeur mettait cette suspension entre mai et juillet, quoi, pendant la coupure. Ouais. Donc inutile. Inutile, ça sera le mot d'Antoine, mais un mot qui résonne beaucoup. Jenny, qu'est-ce que tu en penses, toi, du dopage dans le sport, dans sa globalité, dans le tennis, dans le vélo, mais dans d'autres sports? Est-ce qu'en Formule 1, par exemple, il y a des gens qui prennent des cachets pour avoir les yeux ouverts un petit peu plus? Bah, ça, c'est quelque chose qu'on parle souvent. Ça a souvent été remis en cause, mais moi, j'aimerais bien savoir comment un pilote de F1 peut être dopé. Ouais. C'est vraiment une question que je me pose, parce que tout le monde dit le dopage en F1, même en MotoGP. Mais comment ils peuvent être dopés et sur quoi ça pourrait être mis sur les performances? C'est uniquement le talent. Je pense qu'aujourd'hui, un pilote de F1, c'est le talent. Alors à noter qu'elle aime beaucoup la Formule 1, qu'elle a rencontré Julien Febvreau, l'excellent commentateur de Canal+. À qui je fais un petit coucou d'ailleurs. Bien, bravo. Je ne sais pas si elle est objective là-dessus, mais qu'est-ce que t'en penses, Antoine, toi? Je veux pas rentrer en conflit avec elle, je ne prends pas de risque. Non. Il faut. C'est sûr que les sports mécaniques... c'est plus compliqué, je pense. Enfin, il y a sûrement peut-être du dopage, mais c'est sûr que c'est pas du dopage comme il y a eu dans le vélo, de l'EPO ou autre.
Après, je connais... Généralement, quand je regarde un sport, je me pose pas ces questions-là, moi. J'essaie de rester le plus objectif possible et pas vu, pas pris. Alors moi, j'ai une idée qui est bien conçue depuis, ça fait une petite 50aine d'années que je m'intéresse au sport. Tous les sports se dopent. Enfin, tous les sportifs, pardon, se dopent. Alors, je m'explique. J'ai connu des sportifs, moi, qui me disaient, par exemple, qui prenaient une petite pilule pour aller plus vite, pour sauter plus haut. Christophe Dugarry, qui a été un joueur international, disait, mais bien sûr qu'on en prend de temps en temps, quand on est fatigué. Oui, pour la récupération. Pas forcément pour aller plus vite, plus haut, plus loin. Mais... Eh ben oui. Voilà, je dis pas que tous les sportifs se dopent, hein, bien sûr, mais le dopage existe à peu près dans tous les sports. Et moi, je trouve bien vraiment qu'il y ait ce gendarme un peu d'antidopage pour réguler tout ça, quoi. Fabrice, vous en pensez quoi, vous ? Oui, je donnais l'image du code de la route où on était réglementé. Il faut qu'aussi on arrive à mettre des jalons, à ne pas dépasser aussi pour les sportifs de ne pas se détruire non plus avec des produits dopants, quoi. Parce que malheureusement, on en voit certains, comment ils ont fini par le dopage, quoi. Ouais, c'est ça, Antoine. Moi, j'en veux à la EMA, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2 poids 2 mesures par rapport au sport. Je parlais du vélo tout à l'heure, il y en a qui prennent 2 ans de suspension pour une simple erreur dans le passeport biologique. Et à côté, il y a Yannick Sinner qui prend que 3 mois de suspension et il choisit ses mois. Donc, c'est ça que je leur reproche. Jenny ? Aujourd'hui, on demande toujours plus aux sportifs. Donc, est-ce que d'un côté, c'est pas normal que pour récupérer, ils aient besoin aussi d'énergie, si je peux appeler ça comme ça. C'est qu'on leur demande toujours plus. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas besoin eux aussi de plus pour tenir ? Ouais, c'est une très très bonne question. Après, moi je me souviens que pendant le Tour de France, il y avait Lance Armstrong qui a été bien sûr reconnu coupable, mais il avait une liste, il avait des ordonnances parce qu'il était malade, il avait des ordonnances médicales. Elle faisait 1 mètre de haut l'ordonnance, quoi. Ils sont tous asthmatiques dans le vélo. Non, je rigole. Donc le futur métier pour gagner un peu d'argent, c'est pneumologue, mais dans le Tour de France. Non, après, on leur demande toujours plus, mais il faut pas oublier que ça reste quand même des privilégiés, donc. Cette excuse, elle est un peu limite. Ils se lèvent le matin, ils font leur passion, donc... Et par contre, j'ai vu là dernièrement que l'équipe s'intéressait. Ils sont en train d'ouvrir un dossier sur le dopage dans le cyclisme amateur, par contre. Je sais pas si tu as vu ça, ou si vous avez vu ça tous les 3. Mais donc, si ça démarre de là, après, ça va être compliqué de... Mais bon, au niveau professionnel, ils ont quand même activé le panneau stop, là, et voilà, on arrête tout ça. C'est pas bon pour la santé, effectivement. Et puis en plus, ce qui est dangereux, c'est tous ces produits sur Internet. Là, on ne sait pas d'où ça vient, ils savent pas ce que c'est. Fabrice, est-ce que vous auriez acheté, vous, un produit dopant sur Internet ? Non. Il est déjà champion du Puy de Dôme, il a pas besoin. Je vois le sport, après une 3e mi-temps bien arrosée, mais pas de dopage. Au tennis d'Enza, on se dope au saucisson. Mais ouais, c'est un club très sympa. Jenny ? Ce qui est juste dommage, c'est que ça donne une mauvaise image aux jeunes qui veulent se mettre au sport. Je pense, le dopage, aujourd'hui. Oui, ça donne une mauvaise image, mais après, comme tu disais tout à l'heure, pour réussir, peut-être qu'il faut, prendre un petit cachet pour aller plus vite, il faut, je sais pas, la récupération. Alors on peut mettre les jambes dans un bac à glace, il paraît qu'on récupère beaucoup plus vite. Mais moi je te rejoins parce que les saisons sont de plus en plus longues et puis c'est vrai effectivement que les coachs en demandent de plus en plus. Et j'imagine que pour moi le vélo alors la boxe et le vélo sont les 2 sports les plus difficiles. T'en penses quoi, Antoine, de ça ? En tant que cycliste, même amateur, je ne peux pas te dire le contraire. Attention, il y a ton père qui est féru de boxe, qui écoute l'émission. Hein. Bon, la boxe, c'est sûr que c'est dur parce que déjà, monter sur le ring, c'est déjà assez impressionnant, je trouve, à mes yeux. En vélo, tu prends pas de coups, hein, tandis qu'en boxe... C'est ça, je pense que le vélo, on se bat plus contre soi-même. Que le but de la boxe, c'est on va être sincère, c'est de détruire son adversaire. Non, c'est des sports compliqués. Après, le dopage, oui, toujours, mais j'aime pas accuser sans rien dire. Mais je comprends que les gens peuvent avoir des doutes quand on voit certaines performances... de Pogacar ou autre. Ouais. Quand nous on est cycliste amateur, alors certes on y va peut-être que le dimanche, mais quand on compare nos temps, on se demande comment c'est possible. Fabrice, c'est le vélo ou la boxe qui est le plus difficile, ou le tennis, ou le rugby, ou le football ? Alors, je fais ni l'un ni l'autre. Ouais. Non, je pense que le vélo est quand même compliqué physiquement quand on voit les dénivelés qu'il y a, les distances parcourues. Mais je connais pas du tout la boxe, donc je vais pas aller sur le terrain de la boxe. Mais pour moi, je pense que je vois le cyclisme quand même plus raide que la boxe. Mais le tennis aussi, le tennis c'est dur. Hein. Parce que pour jouer 4-5 heures à un rythme effréné, il faut quand même... Il y a de l'entraînement, mais bon, après, ils boivent de l'eau. Hein. Moi, je sais pas c'est surtout les sacrifices d'à côté qui sont durs, je pense. De vraiment mettre sa vie privée sur le côté et de se consacrer uniquement à son sport. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraînement aussi. Hein.
Mais bon, voilà, donc ça c'est un sujet qui est important, on y reviendra dans d'autres émissions, mais le dopage aujourd'hui fait partie des sujets très importants. De retour sur le Goss FM, toujours en compagnie de Fabrice Magnier, le maire d'Enza, d'Antoine Lafont, grosse culture en vélo Antoine Lafont quand même. Merci Fabrice. Et Jenny Lericollet, qui aime beaucoup la Formule 1, et elle a fait un petit coucou à Julien Febro quand même, hein, et c'est pas rien. J'espère qu'il va nous Commentateur de F1 sur... Ah bah j'espère qu'il va quand même nous citer, Julien. Alors, venons-en maintenant, parce que je sais que Fabrice est supporter depuis très longtemps. Venons-en au Clermont Foot 63, Fabrice. Que se passe-t-il au Clermont Foot 63 ? Si on pouvait le savoir dans les locaux de Locos FM, on pourrait vite appeler l'entraîneur. Vite. Un scoop, Fabrice, non, vite. C'est vrai que c'est une année compliquée où on va de match en match, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'envie collective pour arriver à se surmonter, pour arriver à gagner, parce qu'on perd les matchs. Toujours on fait match nul contre Bastia, où il y avait la place de passer, je pense. Ouais, c'est sûr. Un peu plus d'envie. Ouais. Donc globalement, c'est dur quand on est supporter. Ouais. À votre avis, est-ce que Clermont va descendre ou pas ? Non. Vous êtes sûr ? Oui. Réponse nette. Vous mettriez votre maison en jeu ou pas ? Non, mais un resto. Un resto, c'est moins risqué. Antoine ? Ah bah là, 3-0 contre Dunkerque. Si tu me dis que le Clermont Foot est en construction... Je le pense, mais on n'est qu'à la première brique. Il y a la tribune en tous les cas. Oui, il y a la tribune. Non, bah là c'est compliqué. Hein. Je disais qu'il fallait prendre... La semaine dernière, je disais qu'il fallait prendre des points très vite. Verdict, on se prend 3-0 à Dunkerque. Donc, Ouais, mais Dunkerque joue la montée cette année. Oui, mais et la montée directe, hein, parce que Metz a perdu à la maison contre Ajaccio. Non, mais là, je crois que c'est vendredi, on joue contre Caen, qui est bon dernier. Donc, il faut absolument gagner. Hein. Là, c'est... Alors là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on récupère des Acarians qui entraînent Caen maintenant, donc il va être un peu... Non, exactement, Fabrice, je voulais dire la même chose. Si on perd, là, faudra commencer à... Enfin, je pense qu'on a déjà tiré la sonnette d'alarme, mais alors là, il faudra prendre des décisions très vite. Mais moi, je pense qu'elle est tirée, la sonnette d'alarme déjà, parce que Martigues a gagné. Hein. Ouais, Martigues a gagné. Et il n'y a plus que 4 points de retard, et Martigues recevra Clermont. Non, mais c'est pour ça, il faut absolument qu'on gagne contre Caen. Faut pas se poser de questions et prendre les 3 points. Peu importe, si sans la manière, les 3 points. Et Derzakarian va être, Fabrice a raison, il va être d'une motivation incroyable, parce qu'il se dit, si on gagne à Clermont, on revient, ils ont 9 points de retard sur Clermont, ils reviendraient à 6 points, donc les barrages, finalement, ce serait jouable pour Caen. Non, c'est sûr, mais il faut pas se poser de questions, il faut gagner là. Il faut vraiment gagner, comme ça, je pense que si on gagne, Caen, ça va finir de l'écouler. Puis d'ailleurs, je connais pas le calendrier, tu me dis qu'on prend Martigues. Non, on va à Martigues. Non, mais pas tout de suite, moi non plus, mais je sais qu'on se déplacera à Martigues en tout cas. Donc, oui, là, ça sera un match direct pour le maintien. Donc, Et alors, après Caen, il y a un déplacement à Guingamp, qui est 6e et qui joue la 5e place qualificative pour les playoffs de Ligue 2. Donc ça va pas être simple. Hein. Ouais, mais clairement, on est capable. Le problème de cette équipe, c'est qu'on peut prendre 3-0 contre Caen et les gagner à Guingamp. Donc, ça fait rire Jenny, ce que tu dis. Hein. Jenny, qu'est-ce que t'en penses du Clermont Foot, toi ? Risque de m'attirer les foudres, je pense que pour cette saison, c'est terminé. Hein. Parce que, Tu penses que le Clermont Foot va descendre ? Non, pas descendre, mais je pense que les barrages, ça va être compliqué et qu'il va falloir qu'ils s'accrochent. Donc, c'est sûr. Ça va être dur. Ouais, ça va être difficile. Et puis, les barrages, c'est toujours compliqué parce que tu joues le 3e de National qui est dans une autre dynamique. Hein. Ouais, ils sont sûrement sur une seule victoire quand nous, on broie du Nord depuis un moment. Donc, Puis ça me fait peur parce que imagine qu'on descende, il se passe quoi après ? Il y a pas mal de grands clubs qui ont fini dans les fins fonds du... Après, non, mais... Moi, je ne souhaite vraiment pas que le Clermont Foot 63 descende parce que ce serait vraiment trop triste. Et puis, ils ont quand même apporté de la joie aux gens pendant 3 saisons en jouant en Ligue 1. C'est quand même fou d'avoir vu au stade Gabriel Montpied Kylian Mbappé, Neymar, Léo Messi. On a vu des joueurs exceptionnels. Donc, moi, je crois qu'il faut tous supporter le Clermont Foot 63 et qu'il reste en Ligue 2. Donc, sincèrement, moi, je ne suis pas le dernier pour les assommer. Mais vraiment, je veux vraiment qu'il reste, j'aimerais vraiment qu'il reste en Ligue 2. Fabrice, je suis sûr aussi, parce que vous êtes abonné depuis quand ? Il y a plus de 20 ans. Voilà, un vrai supporter. Donc j'ai tout vu un peu. Et non, mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une base qui est là. C'est devant où on n'arrive pas à marquer les buts quand c'est le moment, quoi. On voit finalement parler des joueurs qui arrivaient des fois à jouer 3 minutes par match et marquer 2 buts. Ouais. Donc on court après le ballon et on n'arrive pas à conclure les actions qu'on a. Donc Et pourquoi avoir laissé partir tous ces joueurs ? Alors, vous allez me dire, bien évidemment, c'est de la palissade, c'est financier, mais ils n'ont pas été remplacés par des joueurs de qualité, quoi. Hein. Nicholson, par exemple, il aurait fallu le garder en Ligue 2. Peut-être qu'il aurait fait mieux qu'en Ligue 1. Est-ce qu'il voulait rester, surtout ?
Je pense que quand les mecs ils ont connu la Ligue 1, peut-être pas envie de redescendre. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un problème. On essaie souvent de faire des petits coups avec des jeunes, etc. Mais c'est quitte ou double. Et malheureusement, cette année, c'est quitte. Donc. Parce que là, encore, à la limite, bon, tu perds 3-0 à Dunkerque. Alors, encore une fois, Dunkerque joue la montée directe. Hein, et puis, bon, moi, j'ai pu voir le match. Dunkerque a vraiment une belle équipe. Hein. On sent vraiment la différence entre Dunkerque, qui est 3e aujourd'hui, et Clermont Foot, qui est 16e. Ça s'est vraiment senti. D'ailleurs, 3-0 au bout de 51 minutes de jeu. Donc, voilà. C'est un peu la confiance. Hein. On a vu sur le dernier match à l'extérieur où on fait 2 fautes de main dans les 10 premières minutes. Il y a 2-0 au bout de 10 minutes. C'est bien un problème de confiance. Ils sont quand même pas. Des passes en retrait du rond central, ça prend dans les écoles de foot de Chamalières, d'Enza et de partout. Donc, exactement. Quand on est pro, on doit le savoir quand même. Ouais, ça je suis d'accord. Mais pourquoi ce manque de confiance en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Clermont Foot n'a plus confiance ? C'est de perdre. Je vais t'expliquer. Tu prends des tolls tous les vendredis, donc t'as plus confiance. Hein. C'est rien que la descente de Ligue 1. Ça met une claque. Hein. Ouais, oui, ça met une claque, c'est sûr. Après, 3-0 aussi, 3-0 non, mais quand même. C'est cyclique, voilà, t'es dans une mauvaise période, donc tu doutes. Et puis c'est tout. Je pense que c'est dans tous les sports. Hein. Ouais. C'est ce qui s'est passé en Ligue 1 quand on fait 8e. Je pense qu'on était en confiance. Il y a des matchs où on était moins bons que l'adversaire, mais on a gagné. La confiance. On se posait même la question comment on avait réussi à gagner. Il y a des matchs où on se faisait manger en Ligue 1, on gagnait 2-0. Je disais, putain, c'est pas possible. Mais je pense que c'est vraiment la confiance ça fait pas tout, parce qu'il faut quand même marquer des buts. Hein. Et puis Clermont qui gagne au PSG, celle-ci, ça c'est historique. Hein. Dernier match de Messi en Europe, oui. Ouais, en plus. Il perd à domicile contre le Clermont Foot 63. Et puis Paris qui doit avoir 800 millions d'euros de budget, et le Clermont Foot arrive à peine à 40, quoi. Donc c'est énorme. On est à 25, je crois, en Ligue 1 de mémoire. À 25 ? Ouais, on était plus bas ou peut-être quelqu'un derrière nous, mais on était à 25. Ouais, donc c'est vraiment un autre monde, quoi. C'est vraiment un autre monde. Alors moi, je voudrais pousser un petit coup de gueule rapide, hein, parce que voilà, c'est une émission qui est joyeuse. Mais par contre, c'est vrai, ce qui s'est passé, le pétage de plomb du président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ça c'est inadmissible, et qui traite les arbitres de corrompus, donc je pense qu'il va manger bon. Et moi, j'espère qu'il mange bon. Et puis, pourtant, je suis supporter stéphanois, mais le coach Orneland, il s'est complètement laissé aller, il a cramponné le coach d'Angers. Voilà, même si tu fais 3-3, je veux dire, il y a des enfants qui regardent les matchs à la télé, et ça, c'est pas un bon exemple. Sincèrement, c'est pas un bon exemple, donc il va falloir arrêter tout ça. Fabrice, vous en pensez quoi ? Complètement, parce qu'un président ne va pas rentrer sur un terrain déjà pour dire qu'il n'est pas content. L'entraîneur ne va pas s'en prendre pour l'adversaire. Après, on arrive dans des faits qui sont inacceptables en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou pour des clubs professionnels. Après, on s'étonne que sur nos terrains communaux, on a des parents qui s'en prennent après les entraîneurs parce qu'ils estiment que leur fils, c'est le futur Mbappé ou Messi, mais on ne montre pas un bon exemple, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Jenny, t'en penses quoi, toi, de cette violence dans le football, mais qui est montrée en amont par les responsables du football français ? Oui. Donc l'Olympique de Marseille, c'est un club historique, c'est un des plus grands clubs français et européens. Et puis il y a le président, comme ça, là, il se lâche, il dit hop, les arbitres sont corrompus, mais il est parti où, lui ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en interne et qu'on ne sait pas, comme sur beaucoup de sujets. Mais je pense que la FFE en a marre et a envie de montrer le dessous. Et je pense que c'est un peu compliqué pour nous, supporters, de voir ce genre d'image parce que ça n'a pas à être à la télé. Et c'est compliqué à regarder, même, je suis aussi supporter de Saint-Étienne, même pour Orneland, de le voir complètement péter les plombs, c'est inacceptable, c'est complètement inacceptable. Ok, Antoine ? Moi j'ai cru que c'était l'intelligence artificielle, la vidéo de Longoria. Tellement que ça me paraît énorme de se lever comme ça de la tribune. Ouais. Je comprends qu'il soit énervé, mais c'est ça, faut penser aux répercussions derrière. Et... Ça, c'est un bon... Alors, si l'intelligence artificielle vient se mêler au sport, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je crois que déjà pour l'arbitrage, non. Ouais. Certains sports, ils vont avoir recours à l'IA. Oui, pour la vidéo. Voilà, pour l'arbitrage vidéo. D'accord. Donc il n'y aura plus au rugby, tout ça, il y aura personne derrière. Alors, je pense qu'il y aura encore le temps, mais ils y pensent. Ok. Ils vont faire des économies où il y en a, comme d'habitude. Il y aura peut-être plus de journalistes. Alors ça, j'y pensais, parce que l'intelligence artificielle va faire des beaux articles. Donc attention, il va falloir devenir ou rester bon. Je sais pas comment on va faire. Ça vaudra jamais l'émotion d'un vrai supporter qui est ça, journaliste. C'est vrai. Ça c'est vrai. De retour sur Logos FM, toujours avec Fabrice Magnier, bien sûr. Il est resté, il n'est pas parti parce qu'il se plaît dans cette émission. Je le vois sur son visage. Et puis, bien sûr, avec mes deux collègues, mes deux compères, Jenny et Antoine. On va parler, bien sûr, de l'ASM Clermont-Auvergne, qui a fait un gros match à Bordeaux. Tout le monde leur prédisait une volée. Et en fait, s'ils avaient été plus pragmatiques
proche de la ligne d'en-but de l'UBB, et l'ASM aurait pu gagner ce match. Hein. Tu vois, Fabrice, faut m'écouter. Quand je te dis que ça va payer cette année. Oui, mais toi, tu me dis qu'ils sont en reconstruction, donc là... Alors, justement, tu fais bien de me lancer là-dessus, et puis après, on interrogera Fabrice et Jenny. Tu fais bien de me lancer là-dessus, parce que ça prouve que l'ASM n'est pas en reconstruction, parce que quand on y met de l'intensité au rugby, et quand on met le nez dedans, comme on dit, on arrive à avoir un résultat quand même conséquent. Ils ont été dans l'état d'esprit hier, ils ont été méconnaissables tellement ils se sont battus sur tous les ballons, ils ont défendu comme des morts de faim. Donc voilà, quand on y met de l'intensité, on peut gagner contre les plus gros, sauf Toulouse, hein, qui est sur une autre planète bien sûr. Mais... Non, en plus on peut vraiment nourrir de regrets. Ouais. À la fin du match, j'étais déçu. Je pense que même l'arbitre nous accorde pas un essai qui était valable. Alors, on va pas refaire le match, hein, mais je pense oui qu'on a vraiment pu ramener les 4 points. Et ça aurait vraiment tout changé à la saison. Donc, Est-ce que c'est normal, Fabrice, que l'arbitre, il ne demande pas la vidéo, là, qu'il refuse un essai valable? C'est pas normal, ça? Je sais pas, après, c'est l'arbitre, il fait partie du jeu, il faut... Ouais. On le respecte, après... Oui, moi je le respecte. Mais quand on perd, on a toujours l'impression que c'est l'arbitre qui n'a pas été bon. Mais c'est pas moi qui le dis. Hier, il aurait dû demander la vidéo. Non, mais Fabrice, vous avez raison, c'est vrai. Je pense qu'il y a une faute d'arbitrage. Mais ouais. Mais après, c'est vrai qu'entre le match de Toulouse et le match de Bordeaux, on n'avait pas les mêmes adversaires non plus, quoi. Ouais. Au Michelin, l'équipe de Toulouse, c'était quand même de la vitesse dans l'exécution de tous les gestes. Enfin, c'était... Moi, j'y étais au match, c'était un vrai régal. Ouais, c'est impressionnant. Et à Bordeaux, nous, on fait un meilleur match que contre Toulouse. Bordeaux était peut-être un peu en dedans aussi, avec tous ces mouvements internationaux. Un coup, ils sont là, un coup, ils sont pas là. Damien Penaud n'a pas fait un grand match non plus. On a l'impression qu'il était un peu ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai, hein, ce que vous dites. Après, Jenny, je te laisserai dire un petit mot. Sur les réseaux sociaux, chaque fois que la SM clairement on verra une perte, c'est la faute de l'arbitre. Et quand il gagne, l'arbitre a toujours été bon en fait. Donc c'est vrai qu'il va falloir. C'est le propre des supporters, hein, faut pas être objectif. Je vais peut-être écrire un livre dessus, là, ça pourrait être intéressant. Jenny, qu'est-ce que tu penses toi de la SM Clermont-Auvergne? Je pense que hier ça a fait du bien parce qu'on les a retrouvés. Comme il y a quelques années, je trouve qu'ils avaient de l'agnac et ça faisait plaisir à voir. On va être champion de France cette année alors. Les 6, ça serait déjà pas mal. je signe tout de suite pour les 6. Alors il y a l'ogre toulousain quand même à battre. Après, en phase finale, tout est possible. C'est ça qui est beau en rugby. Rien n'est scellé tant que ce moment n'est pas arrivé. Il faut surtout être dans les 6, quoi. Ouais. Mais Castres a été champion de France en 2018 en finissant 6e, hein, même en 2013, je crois. Oui, où ils nous battent en demi. Ouais, Castres, c'est les spécialistes, ouais. Donc c'est ça qui est bon en rugby. Après, voilà, il faut quand même gagner 3 matchs quand on est 6e, donc dont un à l'extérieur. Ouais. Mais bon, on commence à s'enflammer un peu là. Il n'y a rien qui est fait. On va presque dire que la SM est favorite pour le titre, donc on arrête effectivement. Sans arbitre, aussi... par contre. Pardon ? Sans arbitre. Sans arbitre, ouais, c'est vrai. C'est peut-être l'intelligence artificielle qui va remplacer l'arbitre après. Avec l'IA, on aurait sûrement gagné ce match. Ouais. Et oui, parce que il aurait demandé la vidéo, l'IA, et puis voilà quoi. Il aurait accepté l'essai. Je voulais aussi parler des Panthères de Chamanières du VBCC qui a perdu à Terville-Florange 3-7-0. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'elles ont 6 points de retard sur la 9e place qui est synonyme de play-off. Donc j'espère qu'elles vont rectifier le tir et puis qu'elles vont finir 9e de cette Liga qui est vraiment très compliquée. Le HB Cam aussi a perdu à Bègle 24-23. Je voulais le signaler parce que c'est rare quand le HB Cam perd. Donc on a un gros niveau hand féminin sur la région et masculin aussi avec le hand de Cournon. Donc voilà. La saison va redémarrer, la saison de Formule 1 et de MotoGP. Allez Jenny, je te vois sourire parce qu'elle aime beaucoup la Formule 1. Je lui fais ce petit cadeau-là. Vas-y. La MotoGP, c'est ce week-end en Thaïlande. On a vu que Jorge Martin ne pouvait pas faire la première course. Il s'est fait opérer de quoi ? C'est le pied, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait une grosse chute pendant les essais. Et là, il s'est apparemment blessé au corps aujourd'hui. Donc, pas de Grand Prix pour lui ce week-end. Et la F1, si je ne dis pas de bêtises, c'est au mois de mars. Ouais. Premier week-end de mars. Ouais, c'est ça. La F1, non. C'est le 2 mars, je crois. Ah ouais ? À Melbourne, en Australie. Ok. Oui, à 5h du matin pour les Français. Oui. Il va falloir se lever. Moi, je fais mon footing à 5h du matin, donc il n'y a pas de problème. Impeccable. Tu vois qui comme champion du monde cette année en MotoGP et en Formule 1 ? MotoGP, et Marc Marquez qui vient de signer là, je pense que il va nous faire de belles choses, il va bien revenir. Et Formule 1, je pense Max Verstappen, je le pense sincèrement. Antoine ? Charles Leclerc pour la Formule 1.
Et MotoGP. Il n'est pas bon, Charles Leclerc, je t'ai déjà dit. J'aimerais bien être mauvais comme lui. Je suis d'accord. MotoGP, je pense que Ducati sera encore au-dessus. Je pense Pecco, Bagnaia. Oh. Voilà, si je dois mettre une petite pièce. Ouais. Alors moi, j'espère que ce sera Lewis Hamilton. Et j'aime pas trop Ferrari, mais bon, voilà. Et puis Fabio Quartararo, mais ça, comme il a une mobilette encore cette année, ça voilà, va pas être facile, le choix du cœur aussi pour Fabio. Mais voilà, comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont pas le même engin. Oh, Donc, les essais étaient bons cette année pour Fabio. Moi, j'y crois. Un peu mieux. Moi, j'y Un crois. peu mieux. Fabrice, est-ce que vous vous intéressez au sport mécanique ou pas du tout? Du tout. Ouais. Et c'est quelque chose. Alors, en tant qu'élu, est-ce que vous pensez que vous avez peut-être pas d'avis là-dessus, mais est-ce que vous pensez que c'est normal que la France n'ait pas de Grand Prix de Formule 1? Alors, je sais que ça coûte cher, mais c'est pas normal quand même qu'un pays comme la France n'ait pas de Grand Prix de Formule 1? Oui. Après, j'ai pas forcément les tenants et les aboutissants sur le circuit, mais après, oui, c'est pas normal qu'on ait, avec les constructeurs qu'on a français, qu'on n'ait pas de circuit en France, mais j'ai pas forcément d'avis sur la question. D'accord. Pour en revenir à vous, qui êtes responsable des sports sur le territoire de Rion-Limagne-Volcan, comment ça se passe le sport là sur RLV? Ça se passe bien. Il y a des bons résultats, hein, je vois. Oui. On a des beaux équipements. On a refait la piscine de Rion l'année dernière, qu'on a doublé la superficie. Donc, très belle piscine, j'étais présent. Non, mais c'est vrai, très très belle piscine. On a fait 1200 mètres carrés de bassin au total, avec de la partie ludique et aqualudique. Donc c'est un vrai atout pour toute la population de RLV, et puis même de plus loin, parce qu'on a plein de gens qui viennent de tout le Puy-de-Dôme. Voilà, on a réaccueilli tous les enfants scolaires de notre territoire. Vous savez que le cycle de natation est obligatoire pour les CM1 et CM2. Donc du coup, tous nos enfants ont 11 séances de natation, ce qui est aussi l'essentiel d'apprendre à nager. C'est comme le vélo, c'est les bases essentielles. Super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, à très court terme? Le Tour de France à Enza le 14 juillet. Ouais, que tout se passe bien. Tout se passe bien, surtout du beau temps. Bon, ok. Ah oui, c'est vrai. Et le temps, malheureusement, on n'a pas trop d'influence dessus. Mais bon. Et moi, je voulais terminer cette émission parce que il y a par le All-Star Perche, il y a une grande compétition. Donc le All-Star Perche, vendredi 28 février, avec Armand Duplantis, qui est un peu, je dirais, l'Antoine Dupont de la perche. J'allais dire le Michael Jordan. Michael Jordan, c'est mieux, parce qu'Antoine Dupont, ça fait un peu... dans un débat, on ne sait pas si c'est le plus grand. Jordan, oui, il n'y a pas de doute. Donc. Ouais, c'est vrai qu'Antoine Dupont a démarré à Castres, donc c'est pas très glamour. Mais non, je plaisante. Nos amis castrés, ils vont faire beau. Je pense qu'ils vont faire beau. Ce serait bien un record du monde, Armand Duplantis, qui est à 6,26. Qui fasse un 6,28 là, ou un 6,30. Tiens, il se dit, allez hop, c'est bon, je tente 6,30 et qu'il réussisse. Il fera qu'un centimètre par centimètre, puisque ça lui débloque une bourse de 100 000 € à chaque record du monde. Ah oui. Je ferai pareil à sa place. Hein. Centimètre par là, c'est sympa ça quand même. Hein. Centimètre par centimètre. Oui, sachant qu'il l'a battu, je crois, 10 fois, donc ça fait déjà 1 million d'euros, rien qu'en record du monde. Ouais, c'est top. Ça se quantifie bien, oui. C'est top. Mais bon, moi je pourrais pas, parce que moi je pourrais pas faire 6,30 soit la perche, hein, c'est pas possible. Non, je crois que c'est un des sports où je préfère même pas essayer. Ouais. Mais par contre, ça doit être très physique et puis très technique, hein, la perche. Fabrice, vous en pensez quoi? Ouais, l'année dernière, c'est vrai que c'est impressionnant quand on est en bas et qu'on les voit monter aussi haut, la tête la première, pour passer la perche, la barre en haut, puis 6 mètres 30 ou un plus de 6 mètres, ça commence à faire haut. Ouais, ça doit faire assez haut. Quand on est sur une échelle déjà 6 mètres, ça commence à faire haut. Jenny? C'est de la précision, je m'y aventurerai vraiment pas. D'accord, ok. Ouais, mais c'est vrai que 6 mètres, ouais. C'est vrai que 6 mètres, ça fait assez haut. Bon, eh ben, écoutez, cette émission est terminée. Merci Fabrice Magnier, maire d'Enza, d'être venu nous voir. C'était un grand plaisir. Merci. Et on vous réinvitera pour nous expliquer, nous raconter le 14 juillet du côté d'Enza. Sans problème. Voilà. Antoine? Oui. C'était une belle émission. On a parlé vélo, donc je suis le plus heureux. Jenny? Merci pour l'invitation. Avec plaisir, et on a parlé Formule 1 aussi. Hein. Ah oui, et ça, c'est le plus grand bonheur. Je sais plus si j'ai fait un petit coucou à Maxime, si je crois que j'ai fait un petit coucou. En début d'émission. Ok. Oui. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain, bien sûr, sur Logos FM. Merci, à bientôt, à mardi prochain. Avec un S à sport. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Logos FM.